Claude Askolovitch, bonjour. Bonjour. Il va pas être à la mode, hein, Claude, avec ce livre, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans l'idée que l'islam pose un problème à la France. Et c'est toute la théorie de ce livre, c'est dire le contraire. Déjà qu'il y a une stigmatisation des musulmans et que les musulmans ne sont pas un problème pour la France. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de plus insupportable d'expliquer aux gens qui nous écoutent que oui, c'est tout à fait normal, dans notre vieux pays gallo-romain, chrétien, laïque, républicain, l'arrivée comme composant de la société française de l'islam, et de l'islam parfois engagé, croyant, des femmes, voilées, etc., ça passe comme une lettre à la poste. Bien évidemment, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. À côté de ça, ce livre, c'est un livre d'amour pour la France. C'est-à-dire qu'on raconte depuis 25 ans aux Français que le voisin, le copain, la personne qui nous écoute, qui est musulman, croyant, pratiquant, engagé, est un problème, ne peut pas être républicain, ne peut pas être français. Et on invente des histoires, et on invente des histoires encore pour attiser tout cela, attiser cette peur. Et on invente des débats régulièrement, le débat sur le voile par exemple. Très clairement, je suis persuadé, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a plein de femmes dans ce pays. On les regarde, on le sait pas. Elles sont brunes, elles sont jolies, elles ont les cheveux libres. Dans leur tête, dans leur cœur, elles voudraient porter le foulard pour des raisons qui leur appartiennent, parce qu'elles pensent que le bon Dieu leur a demandé de le faire. Elles n'osent pas. Parce que quiconque dans ce pays, je parle d'une femme, porte un voile islamique sur la tête, est interdit de boulot, interdit socialement, peut éventuellement travailler dans une arrière-boutique, ça n'existe pas. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui sont dans ce cas-là, que nos lois, dont nous pensons qu'elles sont républicaines, laïques, positives, en réalité enferment. Ça, c'est côté des musulmans qui subissent un discours récurrent depuis des années. Tous ceux qui m'entendent le savent ce que c'est. En face, on fait croire aux gens, on va dire aux Français, qui ne sont pas musulmans, qu'il y a un énorme problème avec l'islam et qu'en plus, on pourrait le résoudre. Si on contraint les musulmans, si on leur tape dessus, si on les empêche de pratiquer, si on éradique les minarets, il n'y a pas de minarets. Si on les empêche de se baigner tout seuls, garçons et filles séparés dans les piscines, ça n'arrive nulle part, mais on fait croire que c'est un problème. Alors, nous reviendrons à la France d'avant. Il n'y a plus de France d'avant. Oui, mais pourquoi, il y a un pays merveilleux et divers qu'on ne laisse pas vivre. Mais il y a quand même un phénomène. Pourquoi des Français qui sont nés sur le sol français, qui sont français, alors qu'ils ont peut-être des origines maghrébines, qui sont de confession musulmane, se mettent vers un peu un radicalisme religieux, vont porter le voile alors que leur maman ne portait pas le voile, et vont avoir des revendications très communautaires. Il n'y a pas de revendications communautaires. Ça, c'est pas vrai. Il y a des individus. Ce que je fais dans le bouquin, je vois des gens qui sont très engagés religieusement. Je me suis même fait un copain qui se dit d'obédience salafi. Vous savez, les terribles salafistes. Le problème, c'est qu'il est à Marseille, il est tramino, il est supporter de l'OM, et sa femme, elle porte pas le voile. Les gens sont beaucoup plus compliqués que ça. Alors pourquoi est-ce que les gens, de quelque confession que ce soit, un juif, catholique, protestant, musulman, décident de devenir plus religieux? Malraux avait répondu avant moi, le 21e siècle. Il y a plein de raisons. On a un prêtre avec nous qui font que les gens décident de revenir à la foi ou d'adhérer à une foi. Ce sont des démarches individuelles. Après, il y a un contexte, il y a des missionnaires, il y a des mouvements. C'est une foi assez radicale quand même. Hein. Ça dépend. On peut très bien. C'est pas propre aux musulmans. C'est pas propre aux musulmans. La tendance au durcissement du dogme, elle est pas propre aux musulmans aujourd'hui. Elle se vit chez les chrétiens, elle se vit au Brésil, elle se vit en Amérique du Sud, elle se vit chez les juifs, elle se vit de partout. façon très forte, elle se vit partout. Alors, les pentecôtistes et les évangélistes. La France est un pays laïque. Mais ça veut rien dire. La République est laïque, c'est-à-dire la République ne reconnaît aucun culte, ne subventionne aucun culte, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et ne persécute aucun culte, mais ne masque aucun culte non plus. Le sujet avec l'islam, c'est masqué. Il y a des juifs très pratiquants qui se promènent dans les rues de Paris, ça se passe très bien. Tant mieux. Il y a des catholiques très pratiquants, de plus en plus engagés, les pèlerinages et de plus en plus de monde à Chartres, et ça se passe très bien. Tant mieux. Mais quand ce sont les musulmans, ça pose problème. Parce que ça fait 25 ans qu'on explique que ça pose problème, qu'on a fait une équivalence. J'ai des amis de très bonnes intentions qui pensent que toute femme voilée, forcément, mon Dieu, soumise, c'est passé. Alors, au départ, c'était soumise. On n'imagine pas qu'on puisse croire, je suis pas croyant du tout, moi, je suis pas là-dedans. Mais toute femme voilée serait le porte-parole à minima de Al-Qaïda, donc du nouveau fascisme, donc il faut la taper. C'est une connerie sans nom. Il y a eu le 11 septembre. Mais ça veut pas dire que tout va bien. Hein. Il y a eu le 11 septembre, effectivement, et ça renvoie à l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui porte une barbe aujourd'hui dans les quartiers ou la djellaba, c'est forcément quelqu'un qui nous fera du mal à un moment ou à un autre, quoi. Sauf si tu habites dans les quartiers. Parce que dans ce cas-là, tu sais très bien ce qu'il en est. Que le pays est beaucoup plus intelligent que ça, différent. On peut être à la fois, je le disais tout à l'heure, salafi et tramino à la RTM de Marseille. On peut être à la fois musulman, très
très engagé, même s'intéressant aux frères musulmans, être un militant écolo. C'est compliqué. Nul n'est fait d'une pièce. Je suis moi plein de choses. Ce qui est intéressant dans le discours sur les musulmans, c'est qu'on a passé notre temps, les médias dominants, mais l'évidence et les hommes politiques, même les mieux intentionnés et les plus républicains comme Manuel Valls, c'est pas qu'une affaire de droite, c'est tout le monde y va, à expliquer que quand on parlait d'eux, on parlait d'un bloc, d'une pièce. Et quand tu dis communautarisme, c'est intéressant, il n'y a pas de revendication communautariste. Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont, qu'on ne laisse pas être ce qu'ils sont, et beaucoup plus important, vraiment j'en insiste, on a un pays qui a une richesse, une potentialité, et des conflits, parce qu'encore une fois, c'est pas évident, extraordinaire, et on fait croire aux gens qu'en les masquant, qu'en cachant, c'est la loi sur le foulard à l'école, il n'y a plus de filles voilées à l'école, donc il n'y a plus de problème de voile, tu parles, si tant est que le voile soit un problème, ce n'est pas vrai. Et on invente, de manière récurrente des débats, cet été quand même, on a réussi à discuter sérieusement dans ce pays de la possibilité pour des jeunes femmes qui ont fait des études, qui ont passé le bac et qui portent un foulard sur la tête d'aller à l'université. Donc on est chez les dingues. Et petit à petit, on est arrivé à partir de débats qui avaient l'air banalement laïques. Mais vous-même, Claude, vous avez été victime en tant que journaliste de ça, puisque vous étiez au point, on peut le raconter, et sur un sujet, c'était sur le halal, c'est ça ? Il y a eu un conflit majeur avec la direction. En fait, ouais, j'ai pas de conflit avec le point, c'est-à-dire que quand on se sépare, ça s'est passé juridiquement de manière tout à fait digne. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est 4 pages dans le bouquin, ça m'intéressait comme pour montrer à quel point ce débat rend fou. Donc c'était en février 2012, pendant la campagne présidentielle, quand Marine Le Pen est brusquement sortie en expliquant que toute la viande qu'on mangeait en Île-de-France était halal. Donc c'est le début de la polémique du halal. Les musulmans veulent pénétrer dans nos estomacs et nous convertir de l'intérieur avec la bouffe. J'avais fait un article qui était vraiment très banal pour dire qu'elle disait des conneries. Ça s'est mal passé. Parce que Le Point, comme plein d'autres journaux, et Franz-Olivier Gisbert, comme plein d'autres personnes importantes et estimables, parce que c'est ça le problème, l'islamophobie, c'est la haine des personnes estimables, considérait qu'au contraire le halal était un problème terrible. Ça entraînait un conflit tel que je n'avais jamais connu dans une rédaction. Comme et Franz-Olivier Gisbert et moi-même sont des personnes adultes, majeures et de bonne compagnie, ça s'est résolu normalement. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à partir d'une position assez banale sur, non, il n'y a pas de sujet halal, ça s'est transformé en une impossibilité de travailler dans un journal qui n'est pas la Pravda. Là, aujourd'hui, je suis pigiste dans un canard qui est tout à fait estimable, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marianne. Ce que j'écris sur le fait que l'islam n'est pas une menace intérieure et que les musulmans, même pratiquants engagés, je parle pas des djihadistes, je parle pas des dingues, je parle pas des voyous, je parle du musulman engagé du coin de la rue, ne sont pas des menaces et que la République, au fond, s'abîme en les mettant à l'écart. On vous traite de bisounours quand vous dites dire ça, ouais, et au-delà. Le mec qui déteste la France. Et c'est dans Marianne, chez mes copains. Dernière chose, il y a eu dans le Figaro une dame qui est très connue, qui s'appelle Madame Polony, qui a pignon sur rue sur une radio voisine et néanmoins amie pour laquelle j'ai travaillé jadis, et pignon sur rue à la télé. Polony a expliqué en substance que le fait que je dise que l'islam, les musulmans font partie de nous, et qu'il serait temps de s'y faire, faisait de moi un mec qui haïssait la France, un juif qui haïssait la France, et un juif qui haïssait la France qui comptait sur les salafistes pour la détruire, pour se venger. Elle n'est pas fasciste, Natacha Polony. Elle est parfaiement sympathique, mère de famille et gastronome. Mais cette question de l'islam et des musulmans... Mais t'as raison, il y a des gastronomes moins bien intentionnés que d'autres. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question de l'islam et des musulmans rend positivement dingue, nous les fait sortir de leur gond. Monsieur l'abbé. Mais moi, je pense que vous venez de dire comme une bouffée d'oxygène, parce que je partage entièrement ce que vous dites, et je pense que plus on stigmatisera l'islam, plus elle se durcira. Moi aussi, j'ai des amis salafistes, et je salue Abderrahman, un Français baptisé, converti à l'islam, qui est devenu salafiste, et qui est pas du tout intégriste, qui est pas du tout, qui correspond avec moi régulièrement, qui nous écoute, qui est un véritable auditeur du GC, qui nous écoute. Ce que je veux dire, donc là, on est en train de réhabiliter le salafisme. Voilà. Non, premier point, j'ai parlé en tant que psychologue, que je suis psychologue aussi. C'est pas le salafisme, il y a des gens. En psychologie des groupes, on remarque une chose, c'est que l'être humain aime la différence quand la différence lui ressemble. Dès que la différence ne lui ressemble pas, et l'islam ne nous ressemble pas, on a peur de la différence. Donc je crois qu'il faut qu'on soigne notre maladie d'avoir peur de la différence. Première chose. Deuxième chose, il y a quelques jours, avec 4 Syriens, dont 3 musulmans, 2 sunnites et un alawite, on a écrit au président de la République, François Hollande, en prenant les propos du pape François et du grand moufti de Syrie, demandant à ce qu'il n'y ait pas de frappe militaire.
On a été reçu par le maire de Poitiers pendant près d'1 heure, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. On a bousculé son emploi du temps, il a appris qu'on arrivait le mercredi pour le jeudi. Il a tout bousculé pour nous recevoir. En entrant dans le bureau, je présente mes amis en disant voilà, vous avez un chrétien syrien, et là vous avez 3 musulmans syriens. Et ils me répondent tous, ben voilà exactement ce qu'on ne faisait pas en Syrie. C'était qu'en Syrie, on ne distinguait pas chrétiens et musulmans. Il y a à l'université ou à l'école, on était ensemble et on ne disait pas tu es chrétien et tu es musulman. Et dit ça, c'est vous qui le faites. C'est votre raisonnement. Nous, en Syrie, on n'avait pas ça. Et ben, je pourrais dire que M. Claes, il a été ému d'entendre ça. Mais dis-moi pas, Jacques, Étienne, un mot à dire à ce qu'on a entendu avec Claude Askolovitch? Non, parce que je vais lire le livre. Non, mais moi je suis favorablement impressionné, mais je pense comme Askolovitch, donc là-dessus. Moi, quand même, je dois dire que je suis très content. J'entends par la voix d'Asco ce que moi je défends ici depuis très longtemps, parce que je vis dans le département de Seine-Saint-Denis et donc je vois un petit peu la réalité et je la lis pas à travers seulement les journaux et ce qu'en disent les journalistes. Et c'est vrai que cette panique, ça a été quelque chose de délirant et d'irrationnel. Et je suis d'autant plus content de l'entendre par Askolovitch que effectivement on a moi j'étais sur une image puisque j'ai travaillé à Ciné Mensuel et que cette histoire de ciné antisémite m'avait profondément troublé et donc je suis à la fois surpris comme l'auditeur tout à l'heure, content de l'entendre, et je crois que c'est un bouquin qui peut vraiment avoir une influence, une importance considérable et faire un peu descendre la pression et laisser les gens retrouver un peu de paix et de sérénité sur cette question, parce que c'est vraiment insupportable au quotidien, y compris pour les gamines et les gamins. Claude Brunet, alors rien à voir avec l'ami Eric, je pense, sur le compte Twitter des Grandes Gueules, dit mais où vivez-vous les GG? Vous ne voyez pas ce qui se passe, que l'islam va imposer sa doctrine et qu'il ne veut pas s'intégrer. Voilà ce que l'on écrit sur le compte Twitter des Grandes Gueules. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend tout le temps. Je connais pas Monsieur Islam qui ne voudrait pas s'intégrer ou Monsieur Islam qui voudrait imposer sa doctrine. On va faire simple, Lebig l'a évoqué à l'instant. S'il s'agit de parler de mouvements fascistes, totalitaires, terroristes qui se réclament de l'islam, j'en ai eu plus que ma part pour en parler dans les différents journaux où j'ai exercé, notamment l'Obs. Voilà, on va dire la déstabilisation politique de Tariq Ramadan, c'est moi, ma pomme. Donc aucun problème sur le fait de dire qu'il y a des mouvements politiques internationaux qui ont des émanations en France, qui pose énormément de problèmes, qui se réclament de l'islam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui est totalement indépendante, c'est ce que nous, société française, République française, faisons de nous-mêmes. Le musulman, y compris engagé, y compris pratiquant, y compris très croyant, y compris très barbu, y compris faisant le ramadan, y compris dont la femme porte le djilbab, c'est-à-dire le long manteau, je parle pas de la burqa, ce qui est encore autre chose, le foulard, etc., n'est pas le terroriste ou l'islam fasciste. C'est un monsieur ou c'est une dame qui pratique une religion en laquelle il croit et qui n'est pas que cette religion. C'est ce que j'essaye de voir. Ce qui m'a passionné, moi, dans mon enquête... Est-ce que c'est compatible avec la République française? Est-ce que c'est compatible avec notre mode de vie? C'est ça que les Français questionnent, en fait, à travers l'islam. Compliqué. Mais, on pourrait se poser la question, est-ce que la République, telle que nous la transformons avec nos mœurs, nos lois, nos habitudes, est encore compatible avec, mon Dieu, la liberté individuelle? Et on pourrait inverser la question. Et là, je préfère ne pas y répondre. Le jour où on interdira... Mais on n'est pas une société anglo-saxonne. Ah mais justement, d'abord, on le devient dans la société par la pluralité. Ensuite... mais ça, il faut le dire. Pourquoi les politiques ne le disent pas? Qu'on puisse, parce qu'ils s'accrochent à des totems, des tabous sous le camp. Un débat qui est récurrent. Qu'on puisse, un instant, en République, imaginer de passer une loi, et c'est des sénateurs de gauche qui l'ont proposé, qui interdirait à une femme de porter le voile chez elle, parce qu'elle garderait des enfants à domicile, est complètement aberrant. Pourtant, ce sont d'estimables démocrates, comme la sénatrice Laborde ou le sénateur Schwarzenberg, qui l'ont proposé. Et le débat a été biaisé. Donc, pour répondre à notre auditeur des Grandes Gueules, qu'il y ait énormément de problèmes tout autour de la planète, ça existe. Non, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de tentative de l'islam de transformer la société française. Il y a une société qui s'est transformée et qui doit être capable de vivre avec elle-même telle qu'elle est. Ce que j'essaye de faire, et ça m'a passionné, c'est de rencontrer des gens qui étaient beaucoup plus compliqués, complexes. Un type qui s'était converti à l'islam très dur, par exemple, que je raconte, qui m'a beaucoup intéressé, barbe de pas possible, priant comme un salafi, etc., qui, dans le temps, avait été un laïc pur et dur avec une femme beurette marrante qui faisait la fête, qui était encore vraisemblablement amoureux en nostalgie de sa première femme, alors même qu'il l'avait quittée pour une femme beaucoup plus religieuse. Tout le monde est compliqué. Et quand on admettra ça, on sera un peu plus heureux ensemble. Claude, écoute, Christophe, qui est chauffeur poids lourd, il est dans le Nord. Bonjour Christophe.
Bonjour les grandes gueules et bonjour à votre invité. Alors, Bonjour. Vous l'écoutez attentivement depuis tout à l'heure et vous ramenez ça à ce que vous voyez, ce que vous vivez aussi, Christophe, pardon. Ah bah bien sûr, alors tout à fait. Alors déjà, félicitations pour vos émissions, parce que j'écoute depuis un certain temps et franchement c'est génial. Merci. Bourdin également. Alors moi j'ai quand même pas mal de petites questions à poser. Hein. Je fais généralement l'Espagne, le Portugal, la Norvège, la Suède. J'ai fait pas mal de pays, il y a la Belgique, tout ça. En tant que chauffeur. Partout où je suis passé, il faut quand même voir un truc, c'est que on n'a jamais de problème avec les Chinois. On n'a pas de problème avec les Espagnols. En France, hein, je parle, on n'a pas de problème avec les Belges. On n'a pas de problème avec les Juifs. On a beaucoup de problèmes avec les musulmans. Et 60 à 70% en incarcéral, c'est les musulmans. Donc il faut quand même se poser la question à un moment ou à un autre, parce que moi j'entends dire des trucs incroyables sur ci, sur là, mais il faut quand même se poser la question à un moment ou à un autre, est-ce que c'est nous qui sommes racistes ou qu'on n'arrive pas à les intégrer, ou est-ce que c'est eux qui n'arrivent pas à s'intégrer au pays? Alors Claude. Wow. Si vous alliez aux États-Unis dans les années, on va dire 20, 30, 40, vous aviez une proportion alors de mafieux et de tueurs irlandais, juifs et italiens impressionnante. Je suis d'origine juive, hein. Donc de tout temps, et tous les sociologues le disent, et je suis d'accord que c'est pas une réponse qui suffit, les vagues d'immigration successives produisent alors des génies, des gens hyper courageux et aussi une délinquance. On est ça en France. Deuxièmement, la question par rapport, c'est pas les musulmans qui sont en taule, ce sont des gens qui sont issus de l'immigration. Effectivement, une forte population musulmane en prison parce qu'il y a une corrélation. Ça passera. Pardon, mais c'est pas des Chinois, c'est ce qu'il dit. Non, mais c'est pas des Chinois. T'as raison. Les Chinois, ils règlent T'as raison, sauf que tu peux aussi avoir une mafia chinoise. Ah oui. Tu peux aussi avoir une mafia bretonne. Ma meuf est bretonne. Je devrais même pas dire ça. Je ne nie absolument pas. Non, mais je ne nie pas du tout le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas lié au fait d'être musulman. Il y a deux choses différentes. Les voyous, les bandits, les types qui raquettent, les types qui pourrissent la vie des quartiers, je suis totalement d'accord avec vous, il n'y a pas plus sécuritaire que moi. Je pense que Valls a raison d'avoir la main lourde. En revanche, le fait qu'il y ait des voyous, des pourris, des types qui pourrissent la vie des quartiers, n'ont pas grand-chose à voir avec le fait qu'ils sont musulmans. Il se trouve que, pour des raisons historiques, oui. Dans cette religion, il y a quand même un peu plus que d'autres. Il y a moins de bouddhaïsme, il y a moins de etc. Que je veux dire, mais c'est pas la religion qui les pousse à commettre des délits, à braquer des bijoutiers. Pardon, mais il y a les billes qui vont entendre. Mais d'expérience, tout ce que vous dites, je connais. Il y a aucune raison de faire les bisounours sur ce qui se passe en termes de violence en France. Je vous assure, pour avoir bossé là plus d'un an là-dessus et encore auparavant, que je connais des dizaines et des milliers et des millions, je les connais pas tous, mais ils nous écoutent aussi, de gens qui sont parfaitement musulmans et parfaitement de bons citoyens. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord qu'il y a un sujet d'insécurité en France. Il est vrai. Mais hélas, c'est comme ça. Période de crise économique, immigration donne ces choses-là. Mais c'est loin d'être la majorité, et les gens qui nous écoutent le savent.